Bonjour tout le monde, bienvenue à En Voiture sur les ondes de TVME, disponibles aussi sur YouTube. Donc, ça me fait plaisir d'animer cette émission encore cette année. Donc, on va avoir différents sujets aujourd'hui. On va regarder les nouveautés que j'ai sélectionnées pour vous. Après ça, on va avoir une vidéo sur les voitures anciennes de Richmond. Je vous parle un peu du prix de l'essence. Hein? On suit ça toutes les semaines. C'est quand même encore d'intérêt public, même si on parle beaucoup de voitures électriques ici. Justement, pour commencer cette semaine, je vais vous parler de Sony et Honda. Sony, compagnie électronique connue, qui se met ensemble pour faire une voiture. Après quelques mois de silence, Honda et Sony apportent quelques nouvelles informations sur leur projet commun de voiture électrique. Les premières livraisons sont prévues en 2026, c'est quand même dans quelques années, mais bon, je pense qu'on sait que c'est long de développer une voiture. Honda a annoncé un investissement de 3,5 milliards de dollars en partenariat avec LG Chemical dans son usine américaine de Fayette Country en Ohio pour produire des batteries avec une capacité de 40 gigahertz. Plus de 700 millions pour adapter l'usine d'assemblage et l'électrification. Dans la foulée de cet investissement majeur, il ressort que les premières voitures électriques conçues par Honda et Sony seront justement produites dans cette usine. Les premiers exemplaires seront livrés printemps 2026 aux clients américains après une ouverture des commandes en 2025. Donc en 2025, on peut passer une commande. On a en outre un peu plus de détails sur ce qui a poussé Sony à se lancer dans l'aventure, plutôt de se contenter de vendre des caméras. Tu sais, Sony produit des caméras comme on a tous dans nos autos maintenant, des processeurs, des radars. Avec le développement de la conduite autonome, Sony voit la voiture comme un nouveau support, pousser les contenus et ses autres livraisons, cinéma, jeux et tout. Bon, écoutez, on parle de voitures autonomes, donc il faut s'attendre que cette voiture-là, produite par Honda et Sony, sera très technologique, avec beaucoup de conduite autonome. On voit l'intérieur ici qui est que des écrans, là. Franchement, on ne peut pas s'attendre à moins. Je vais vous parler de quelque chose qui va vous surprendre un peu. Je ne parlerai pas d'automobile pour quelques minutes. Je vais vous parler de vélo électrique. Vélo électrique Porsche et vélo électrique de Mercedes. Porsche s'est lancé dans la commercialisation de vélos électriques. Vélo assez dispendieux quand même, mais très intéressant, des belles technologies. Et la même chose, c'est Mercedes. Mercedes, on voit aussi ici le guidon dans lequel le cadran est intégré, une belle intégration. Franchement, c'est super beau. En plus, il y a une transmission à variation constante et standard sur tous les moteurs intermédiaires, sur tous les moteurs des vélos électriques Mercedes. Transmission par courroie aussi. C'est vraiment spécial. Une courroie crantée, là, en bon vieux anglais, on appellerait ça timing belt, mais en tout cas, c'est pas vraiment le bon mot. Puis elle est garantie, cette courroie-là, qui remplace la chaîne pour 20 000 milles. C'est quasiment 30 000 km, donc c'est impressionnant. La gamme de voitures, hein, vous voyez Mercedes, c'est ça. La gang, le groupe, beaucoup de modèles disponibles allant de 2820 à 7 000 $ canadiens, là. Donc, il y a même un vélo édition championnat, on n'ose même pas écrire le prix. Donc, c'est ça. C'est que l'électrification mène à différentes choses. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compagnies dans le vélo, mais là, que les grands de l'automobile s'en mêlent, là, c'est quand même un peu surprenant. On continue avec Chevrolet. Dévoile le nouveau Colorado 2023. Le renouvellement de la camionnette intermédiaire de Chevrolet survient après 8 ans sans changement. Hein, ça fait quand même 8 ans qu'on a le modèle actuel. Certes, la précédente génération qui a littéralement fait renaître le segment a eu droit à plusieurs améliorations des retouches au fil des ans. Donc, va être remanié profondément pour 2023. Mais la plus grosse différence, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez quand même, si on ne mettrait pas de logo dessus, les aires de caractéristiques,
de la Colorado, on les retrouve, on penserait tout de suite, mais la grosse différence, que ça, c'est une tendance lourde dans l'automobile. C'est cette camionnette-là, c'est une camionnette à moteur V6. C'est connu depuis longtemps. Maintenant, c'est adieu le V6. On remplace ça par un 4 cylindres turbo-compressé de 2,7 litres, produisant 237 chevaux. C'est quand même énormément de puissance pour un petit moteur. Moteur 4 cylindres, 2,7, turbo-compressé. C'est les seuls moteurs qui seront disponibles dans ça. Il y aura une version ZR2 avec un moteur jusqu'à 310 chevaux, mais toujours un 4 cylindres. Donc, on voit un fabricant automobile qui remplace un V6 par un 4 cylindres. Et où ce que je veux aller aussi, c'est de vous dire que de plus en plus de moteurs 3 cylindres turbo-compressés. Une des dernières en liste, c'est la Nissan qui a remplacé un de ses 4 cylindres par un 3 cylindres turbo. Donc, c'est comme ça. Vous allez voir de plus en plus. Il y a aussi le fameux V8, le 5,7 litres émis chez Chrysler Ram, qui va être remplacé par un 6 cylindres biturbo. Un 6 cylindres en ligne dans ce cas-là, qui est tout à fait aussi puissant, mais un petit peu moins énergivore. La production a commencé, ça va tranquillement, mais à terme, d'ici 2-3 ans, le fameux V8 va être disparu dans les camionnettes pour être remplacé par ce moteur 6 en ligne-là chez Chrysler. Donc, les cylindrées, ça va changer. C'est vraiment une tendance lourde. Avant l'électrification complète, on va passer par la diminution de la cylindrée ou du nombre de cylindres des voitures. Maintenant, je vous ai parlé de voitures de police l'autre jour, puis j'ai vu un article dernièrement, je voulais le partager avec vous. Le F-150 Lightning se joint à la flotte policière de Ford. La version SSV du F-150 Lightning devient le deuxième véhicule électrique de la grande famille Ford à être homologué pour un usage policier. L'autre véhicule qui est homologué pour les policiers, c'est la Mustang. Il y a une version Police Pack de la Mustang. Maintenant, il y a une version Police Pack du camion. On voit ici ce qu'on appelle le coffre avant. En anglais, si vous allez entendre le terme, on appelle ça un frunk. Au lieu d'un trunk, c'est un frunk. C'est un terme qu'on utilise de plus en plus chez nos voisins du Sud. Donc, quand même, beaucoup de rangements à l'avant. C'est aussi grand que le coffre d'une petite voiture. L'intérieur a quand même été remanié un peu pour les policiers. On voit de la place, on voit ici le radio de communication, la place probablement mettre un ordinateur. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais vous parler d'un autre véhicule électrique, le GV60 de Genesis. Très belle voiture qui est quand même basée sur la plateforme de Hyundai et Kia, là, le Electric Global Modular Platform. C'est la même plateforme qu'un Ioniq 5 ou qu'un Kia EV6 à 234 kW. Par contre, on nous dit que la disponibilité est plus rapide. Une des raisons majeures, c'est que c'est un véhicule extrêmement dispendieux qui part à 71 000 $. Fait qu'on comprend que c'est disponible plus rapidement vu qu'il y a moins de demandes. Mais grosso modo, techniquement, c'est la même voiture. Calibration de suspension, tout est différent. La voiture est différente. On voit qu'elle est très belle, 2 belles écrans à l'intérieur. Donc, c'est quand même intéressant. Moteur 125 kW, 168 chevaux, dans le fond. Il y a même une version avec 225. Donc, mais quand même une différence de prix remarquable, là. On peut commencer à penser avoir une Ioniq 5 ou une Kia EV6 autour de un petit peu en bas de 50 000 $. Tandis que dans l'autre cas, ben, on part à 70 000 $ pour à peu près pour la même technologie. Donc, c'est une question de choix. C'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un véhicule de luxe. Puis, c'est pas la première fois qu'on a des véhicules de luxe avec des motorisations et des mécaniques similaires à un véhicule plus bas de gamme. On va aller chez Cadillac, on va aller chez Buick. On a souvent les mêmes motorisations qu'on va retrouver chez Chevrolet. En tout cas, on l'a eu dans le passé. Donc, il ne faut pas se surprendre que dans le domaine de véhicules électriques,
les fabricants partagent une plateforme autant avec le véhicule d'entrée de gamme que les véhicules de haut de gamme. Les véhicules de haut de gamme beaucoup plus équipés, évidemment, et tout et tout. Donc, on a des photos ici de la Ioniq 5. Très belle voiture, c'est spacieux, c'est grand, des belles écrans aussi. Beaucoup de rangements dans le coffre arrière, qui est une voiture en haillons. Donc, très, très, très intéressant. Kia EV6 aussi, je vous la montre, parce que vu qu'on parle de l'ensemble de tout ça, même motorisation, belle voiture, elle est en rouge ici, là, c'est sur un fond neigeux, donc les photos datent de l'hiver dernier. On voit l'intérieur aussi, les écrans à l'intérieur est très beau. Je pense que le groupe Kia Hyundai réussissent à très, très bien se démarquer dans l'électrification et ne sont pas négligés. On va vous parler aussi des vieux boutons, toujours meilleurs que les écrans dans les voitures, selon une étude. Pourquoi a-t-on progressivement remplacé les boutons par des écrans tactiles dans les voitures? En fait, les raisons sont multiples. Cela a permis de réduire les coûts, hein, parce que dans le fond, un bouton, ben, c'est un petit bidule mécanique, électronique. Donc, dans l'écran, ben, c'est tout par déprogrammation. Fait qu'on peut changer la configuration et tout, ça coûte que de la programmation. Donc, c'est une façon de rendre moins dispendieux. Par contre, une étude réalisée par une équipe suédoise a voulu comparer les différents véhicules modernes entre eux. Tesla, BMW, Subaru Outback, Nissan Qashqai, Mercedes, plusieurs modèles, et générer une succession d'actions en roulant comparativement l'exécution. Donc, on a fait rouler des gens pour lui demander de faire des actions. Sinon, on peut toujours arguer que la connaissance des interfaces des constructeurs varie d'un individu à l'autre. Le résultat est sans appel. C'est bien la Volvo de 2005 qui remporte l'exercice loin devant les autres. Les temps d'exécution varient parfois d'un facteur de 5 pour la même commande, ce qui a de quoi faire réfléchir. Donc, le conducteur moyen est plus rapide à augmenter la ventilation, à changer quelque chose quand c'est un bouton traditionnel qu'un écran. C'est sûr qu'un écran, quand c'est ta voiture, que ça fait quelques mois que tu la possèdes, tu dois sûrement avoir beaucoup plus d'habilité. Tandis qu'on va arriver dans une auto avec des boutons, même si c'est le premier contact avec cette voiture-là, on est plus rapide. Mais bon, possiblement que les plus jeunes d'entre nous, dans quelques années, ce sera autre chose, mais pour le moment, on est là. Je veux vous parler d'autre chose aussi, la transmission manuelle. Grosso modo, un véhicule neuf sur 100 vendu au Canada en 2021 était livré à une boîte manuelle. 1 sur 100, on est à 1%. N'y allons pas par quatre chemins, cette transmission se meurt. L'offre devient moins intéressante parce que la demande diminue et la demande diminue parce que l'offre devient moins intéressante. Syndrome de la saucisse high grade, comme on dit. Cette année, les Hyundai, Elantra, Kia Forte et Toyota Corolla voient la boîte manuelle disparaître de leur catalogue et le déclin est loin d'être terminé. En 2023, ce sont ainsi 38 voitures et VUS, sur près de 300 qui proposent l'option d'une troisième pédale. Parmi ceux-ci, 24 sont des sportifs de niche. Donc, pour l'instant, c'est plus dans la niche des voitures sportives. Mais on peut s'imaginer que d'ici quelques années, ça n'existera à peu près plus ou que dans nos souvenirs. Et, tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, on devait apprendre à conduire une voiture manuelle. Aujourd'hui, c'est plus du tout un requis. Je vais vous parler d'une voiture exceptionnelle, la Bentley Milliner Batur 2023. On a le droit de rêver, hein? Avec son moteur bestial W12 de 700 chevaux, elle est la Bentley de série la plus puissante de son histoire. La Bentley Milliner Batur est un coupé de grand tourisme à 2 portes limité à 18 exemplaires. On va en fabriquer que 18. Qui incarne le début d'une révolution du design chez Bentley. Elle présente en avant-première les principes de conception qui guident le développement du premier véhicule électrique prévu pour 2025. Ça demande un véhicule à essence, mais dans la façon de penser le véhicule, il est un peu différent. Le moteur W12 biturbo de 6 litres assemblé à la main, hein, on en a 18 à faire, c'est quand même pas pire,
métamorphiquement, littéralement propulsé le succès de Bentley au cours des 2 dernières décennies. Alors que le moteur entre dans ses années crépusculaires dans la première partie d'une célébration de puissance du couple et du raffinement extraordinaire du W12. Les performances du moteur seront adaptées au châssis Bentley, le plus avancé de tous les temps avec une suspension pneumatique, un contrôle anti-roulis, 4 roues directrices et une vectorisation du couple, c'est-à-dire qu'on va contrôler le couple. 18 exemplaires du voiture ont déjà été réservés. On en fait 18, ils sont vendus. Chacun sera conçu en collaboration avec chaque client, guidé par l'équipe de conception interne. Les clients pourront spécifier la couleur, la finition, pratiquement tout ce qu'ils veulent dans la voiture. Bon, là, vous vous demandez comment que ça coûte. Soyez bien assis, là. On est à 1,65 million de livres sterling, ce qui correspond à 2,53 millions de dollars canadiens. C'est le prix que vend la voiture. Donc, c'est toute une voiture, une Bentley. On le sait, regardez, le profil de cette voiture-là est fantastique. L'intérieur est cossu, bien équipé, quand même traditionnel avec des cadrans ronds, électroniques. Puis, je vous ai mis ici une photo aussi du moteur. Le fameux W12. Comment ça fonctionne sur un W12? On est habitué à un moteur en ligne, un moteur en V, mais un W. Quand même assez simple. On voit ici dans la photo de droite, on voit les 12 cylindres. C'est un moteur en V, mais dans chacun des V, il y a 6 cylindres intercalés. La même façon qu'on voit ici un peu plus bas, le 4 cylindres de Volkswagen, parce que Bentley est une division de Volkswagen, on voit ici le 6 cylindres qu'on appelle le VR6. C'est un moteur en ligne qui ressemble à d'autres moteurs en ligne. Par contre, au lieu d'avoir les cylindres un après l'autre, on a un cylindre ici, l'autre là, l'autre là, l'autre là. Donc, c'est le même qu'on a conçu le W12 sur la même idée. On a 2 séries de cylindres disposés en V, mais dans le fond, c'est 6 cylindres par V qui fait un W12. Donc, c'est quand même un exploit intéressant technologiquement. Donc, je tenais à vous le montrer parce que c'est spécial. On n'en verra plus beaucoup de ça, là. Avec l'arrivée de l'électrification des fameux moteurs à essence, particulièrement comme ça, là, évidemment, on n'a pas tous non plus 2,5 millions à investir pour avoir un moteur W12. Écoutez, mais ça existe, je vais juste vous le montrer. Bon, une compagnie qui tire de la patte un peu, là, qui se fait un peu tirer l'oreille pour présenter des véhicules électriques, mais qui est en train de se rattraper. On a présenté quelques-uns, on a présenté des Jeeps, et ça s'en vient vraiment. Je pense que 2023, on aura un peu 2024, un petit peu plus. Puis je veux vous présenter le Ram 1500 EV 2024. C'est un Ram 1500 2024. La plateforme et groupe motopropulseur, la camionnette électrique de Ram rouleront sur la nouvelle architecture de véhicules électriques dédiés STLA Frame. STLA prendra en charge les véhicules électriques légers. Ram 1500, un camion électrique lourd, y compris une variante de flotte qui utilise une pile à combustible pour générer son électricité. Il peut également être livré avec un prolongateur d'autonomie, que Ram appelle Ram Electric Paradigm Breaker. Les moteurs électriques à l'avant et à l'arrière offriront des capacités de traction intégrales, évidemment. Les batteries pourraient aller jusqu'à 200 kWh pour fournir une autonomie promise de 500 000. Ça, c'est un petit peu plus de 600 km. Une architecture de 800 volts accélérera la charge rapide. Évidemment, ça, c'est plus qu'on avance dans l'électrification, plus que ce sera rapide de recharger nos batteries. Ram Up pour un look dramatique, élégant, moderne pour différencier le véhicule électrique. La gamme de camions conventionnels, la marque affirme qu'elle compensera son retard avec un remorquage, une charge utile, une autonomie et un temps de recharge de premier ordre. Évidemment, ce que je vous disais tantôt, on est un peu en retard, mais on va faire plus et mieux. Comme il s'agit de RAM, nous vous attendons à un intérieur de premier ordre avec des fonctionnalités intelligentes, de grands écrans, plusieurs matériaux de haute qualité. Un prix estimé, 45
1000 US et plus. Évidemment, le et plus est important, puis on sait quand on introduit un nouveau véhicule maintenant, que ce soit une camionnette, que ce soit une auto, que ce soit électrique ou même à essence, quand on introduit, on y va par le haut de la gamme. On y va avec le véhicule le plus dispendieux de manière à générer les profits les plus rapides. En tout cas, l'illustration qu'on a ici, qui nous vient de Mototrend, est très représentative de ce que RAM est, du look, la forme des lumières en avant. C'est un petit peu ce qu'ils ont laissé couler. Là. Donc, c'est à suivre, 2024, RAM électrique. C'est la tendance lourde. Bon, ça fait le tour pour nos nouveautés cette semaine. Je voudrais vous parler, avant qu'on regarde la vidéo sur la deuxième partie de la vidéo sur les voitures anciennes de Richemont. J'espère que vous avez aimé la semaine passée, donc on continue cette semaine avec ce reportage-là. Parler du prix de l'essence. La semaine passée, on avait un prix de l'essence, comme je vous disais, 1,69, même vu du 1,72. Cette semaine, on a, bon, je peux dire, un petit peu reculé à 1,68 en moyenne. On se situe la même chose. Pour se donner une idée, l'année passée, à la même période, on était à 1,44. Donc, ça a quand même augmenté dans la dernière année. Là. On a frisé du 2 $ l'été dernier. Donc, 1,68, c'est ce qu'on peut s'attendre à payer actuellement là, dans les stations, dans le secteur de Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Donc, on regarde ensemble le reportage sur les voitures anciennes de Richemont. Un Rambler de American Motors. Un 1964 avec un 8 cylindres dedans. Ce qu'on appelle un station wagon. Monté sport un peu, c'est assez spécial aussi, mais pour ceux qui ne savent pas, American Motors, c'était le 4e fabricant américain. C'est un petit fabricant. Il fabriquait aussi ses moteurs. Des fois, il empruntait des moteurs, soit à Ford ou à Chrysler. Puis, il a été, dans les débuts des années 80, il a été acheté par Chrysler. Et ce qui avait de la valeur chez American Motors, pourquoi que Chrysler est intéressé, c'est que c'est eux qui étaient propriétaires de la marque Jeep. Un autre American Motors, mais qui a beaucoup plus de gueule, c'est une AMX. Je pourrais vous dire l'année, c'est une AMX qui se voulait la compétitrice de la Mustang, ce qu'on appelle un pony car. C'est une 69, j'étais pour vous dire 70, je me suis trompé un peu. C'est un modèle avec un bon gros moteur V8, comme on dit. Elle est vraiment belle ici, un beau orange discret, comme on dit. Mais, je viens de voir de quoi de spécial. Une 8 pistes, une cassette 8 pistes. Hein? À l'époque, c'était pas des CD, puis c'était des grosses cassettes 8 pistes intégrées dans le tableau de bord, dans la radio. Très belle voiture. Transmission manuelle. On a même la version miniature sur la coudoir au centre. Ah, ici, on a un véhicule qui n'a pas été, possiblement pas en vente en Amérique. Là. Je ne suis pas certain, peut-être aux États-Unis. C'est une Honda 1972. C'est ça à vous, monsieur? Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, cette Honda-là, est-ce qu'elle était en vente en Amérique du Nord ou elle était exportée? Aux États-Unis, on vendait de 69 à 72. 72, c'est la dernière année de production. Après ça, les Civic sont arrivés en même temps que les concessionnaires en 73. Au Canada. Au Canada. Mais ce modèle-là, c'est pas vendu au Canada. OK, c'est pas mal ce que je pensais. C'est le seul qui reste au Québec. C'est le seul qui reste au Québec. Donc, si on regarde ça, c'est un moteur 600? 600 cc, 2 cylindres. 2 cylindres? 35 HP. Et tabarnouche. Puis le moteur, je ne poserai pas de questions, il est en avant. Il est très en avant, même. Très en avant, puis c'est une traction avant. Oui. Ouais. Refroidi à l'air. Ah, il est refroidi à l'air. Un peu comme les moteurs de moto de l'époque. C'est la technologie de la moto, mais c'est un moteur conçu pour aller dans ces véhicules-là. C'est pas un moteur de moto, mais la technologie de moto, oui. Technologie de moto, OK. Vous, est-ce que vous la roulez un peu? Oui. Hier, j'étais à Cap-Saint-Ignace. Oh, quand même. Puis aujourd'hui, je suis... Demain, je sais pas où. Demain, vous savez pas où. Ah, c'est vraiment...
Hey, c'est vraiment petit. C'est quand même une 4 places. Oui, 4 places. C'est complètement original. Il y a toutes ses pièces d'origine. Ah ouais? Même les sièges, ça a juste été nettoyé. C'est est authentique. Hey, c'est superbe comme voiture. T'sais, on a toutes sortes de voitures ici. On a des grosses voitures, des monstres, des pony cars, mais celle-là, écoutez, c'est pas mal la même grosseur qu'une Mini Austin originale. Oui, c'est la même grosseur que la Mini. Il y a 2 semaines au concours de Granby, OK. j'ai rapporté le 2e prix dans la catégorie japonaise. C'est pas peu dire, hein? Pour ça, je suis fier de le montrer. Bien, je vous comprends. Félicitations, monsieur. Merci. Une voiture que les jeunes qui écoutent notre émission ne connaissent pas du tout, c'est un Studebaker, un Silva Hawk 1959, moteur 8 cylindres. C'est aussi une compagnie américaine qui a eu son lot de popularité. Je pense qu'on peut dire ça aussi. Le Studebaker, il y en a eu pas mal à un moment donné. Je me souviens dans ma jeunesse d'avoir vu ça. Une belle Mustang Cobra GT 350, 1968, convertible en plus. Belle voiture sport de la série Pony Car de l'époque. Hein? Les Mustangs, c'est une Shelby en plus. Les Mustangs, les Camaro, les Cuda, les Barracuda ont fait la pluie et le beau temps sur le marché nord-américain du Pony Car. Un petit GMC, un pick-up avec ce qu'on appelle une boîte flare side, c'est-à-dire que la boîte les ailes sont ressorties, la boîte est à l'intérieur des roues. On a ici une 1978 de Ford, une Pinto 4 cylindres. C'est à l'époque, ça s'est voulu la réponse de Ford au Toyota, Nissan qui envahissait le marché de plus en plus et qui faisait mal aux ventes. Donc, ils se sont concentrés à faire une petite voiture 4 cylindres, hatchback, qui était très populaire à l'époque. Quand même, les Pinto, ne sont pas révélés comme les autos les plus fiables au monde, mais quand même eu un succès de vente. Remplissait très bien le mandat d'une petite voiture américaine. Ah, ici, il y a une transformation à l'arrière avec une petite bosse pour faire simuler le pneu de secours, mais c'est pas original comme fonction. Ici, on a une belle Corvette d'un beau bleu, une 1975. C'est votre voiture, monsieur? Ah oui. Oui. Original? Oui. Oui. Le moteur, c'est un V8, un 350? C'est 350. Un 350 V8. Très belle voiture avec un T-top qui était populaire sur bien les voitures à l'époque aussi. En arrière, ou bien en dedans. En dedans. Elle est très belle. Félicitations. Merci, monsieur. Ici, on a une Ford 1929. Donc, la carrosserie. C'est un modèle A comme tantôt, une 2 places. Tantôt, on avait les 4 places. Par contre, elle a une particularité que je connais. C'est l'apparence. En dessous, c'est une mécanique, si je m'abuse, de Ford Pinto des années 78-80. Autant le moteur, transmission, les suspensions, tout ce qui permet de se promener avec ça, avec l'allure de 1929 et un confort relativement amélioré. Ici, on a un Plymouth 69 GTX 8 cylindres. 6 cylindres, le propriétaire me donnerait des tapes. Hein? Un Plymouth Belvedere 69 GTX. Il y avait aussi des Roadrunner qui étaient là-dessus. On va sûrement voir ça tantôt, là, des Roadrunner. Un Chevrolet Bel Air 53, moteur 6 cylindres en ligne. C'était vraiment l'auto familial de l'époque, quand même assez grandement à l'intérieur.
sièges complets à l'avant, là, c'est pas des sièges baquets. Donc, on pouvait asseoir toute la famille et les familles étaient assez nombreuses à l'époque. Bonjour, madame, c'est votre voiture? Bien oui, monsieur. Très belle. Merci beaucoup. OK. Je vois, c'est écrit sur la fiche concept. C'est une version ou? C'est un prototype. Chrysler, ils en ont fait un. OK. Et puis, quand ils ont eu fini de faire les tests sur la route, l'année était trop avancée. Alors, ils ont fermé les livres puis ils n'en ont pas produit. OK. Mon mari a toujours été chez Chrysler. Il y avait tout, avec beaucoup de photos puis de documentation, puis avec les appels chez Chrysler, il en a fabriqué une. Merci, madame. Ici, on a une très belle voiture avec un moteur 440 pouces cubes, quand même. OK, 500 pouces cubes. OK, donc c'est 500. Ouais. J'imagine votre 0-100, vous avez été capable votre meilleur temps avec ça? Bien, 0-100, pas vraiment calculé, mais sur l'accélération quart de mille, on roule à 11,50 à 110 000 à l'heure. Au tabarnouche, quand même, c'est assez rapide. C'est ça, elle est légèrement modifiée, mais on respecte quand même le look de l'époque puis la mécanique de l'époque de base. Oui. OK. Et il n'y en a plus beaucoup au Québec, hein? Vous me dites que c'est une Barracuda? C'est une Barracuda, oui, 72. C'est assez rare au Québec, oui. Aux États-Unis, c'est populaire, mais ici au Québec, là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Elle est très, très belle. Félicitations. Ici, on a une vieille Tesla 2018. Bonjour, monsieur, c'est votre voiture? Non, c'est la compagnie GN Auto. Ah, c'est GN Auto, OK. Le modèle déjà de ce nom-là? Modèle X. Modèle X, c'était un peu la version SUV de... Oui. Plus ou moins, là. Oui, mais il y a le modèle Y qu'ils ont fait en 2022. OK. Ils ont le modèle S et le modèle 3. C'est une deux moteurs? Oui. 4 roues motrices? Oui. 2 secondes, 5 km. OK, pensez-y, là. 2 secondes, 100 km/h. Moi, quand j'étais jeune, là, dans les années 80, là, quand on achetait un auto qui avait un 0-100 en bas de 7, on disait que c'était vite. Hein? Je sais pas si vous vous souvenez à peu près de ça, là, en bas de 7, on disait « Oh, il est pas mal ton auto, tu sais. » On a des 440 et des 383. Ouais. Mais ça, ça ne vient pas de ça. Ah non, non, ben, Colle, là, tu l'as. ça colle. Ben, c'est bon pour faire des gageux. Tu mets 100 piastres sur le tableau de bord, tu ouvres le Regardez, la porte, chercher. très bien. Ah, super. Très belle voiture. Ça... Ah ouais? Oui. On va vous montrer. Les sièges ici. Ah ouais, 4. Ah. Il avance là. On a 2 autres places à l'arrière. Une autre place arrière. Une petite Nova avec moteur V8 350. Une 1969. Nova étant le véhicule probablement le plus vendu chez Chevrolet à l'époque. C'était vraiment la voiture qui emmenait le pain et beurre chez Chevrolet. On a ici une Datsun 72 240Z à moteur 6 cylindres qui était les premières voitures sport de Nissan Datsun vendues au Canada à l'époque. Bonjour monsieur, pouvez-vous me parler un peu de votre voiture? Oui, c'est ça, c'est une 72, une Datsun 240Z. OK. Elle a été restaurée à moins 90 OK. J'ai encore le moteur d'origine dedans. OK. Oh boy, on voit
Un beau moteur 6 cylindres. C'est quoi la cylindrée? 2,40, 2,4 litres. 2,4 litres, parce que si on se souvient, il y a eu des 2,40, des 2,60, 2,80. Ça a toujours suivi un peu la cylindrée. Je me souviens, j'étais jeune à l'époque et on regardait ces voitures-là, puis on regardait les poney cars américains, puis dans le fond, elles étaient aussi performantes, sinon plus. Oui. Mais ça développe 151 HP. C'est pas super puissant, mais c'est agréable à conduire. J'ai mis une 5 vitesses dedans pour que ça soit plus agréable sur la grande route. C'est pas pour la performance, c'est pour le plaisir. Puis ça m'a pris 8 ans à restaurer parce que, sachant que les Datsun, ils avaient baptisé des pourrissures. Ouais, c'était pas... c'était des carrosseries qui aimaient la rouille. Ouais, c'est ça. C'était fait avec de la tôle recyclée. Donc, le gouvernement avait exigé que ça soit fait avec de la tôle neuve après quelques années quand elle va arriver sur le marché américain. Fait que, non, bien content. Beau résultat. Belle voiture, félicitations. Bien, merci. Et tantôt, on vous parlait des produits American Motors. Ici, on a quand même quelque chose de particulier en tant que look. On a une Gremlin, version Gremlin X, qui était la version sport des Gremlins. C'est une 70 avec moteur 8 cylindres. C'est quand même, pour regarder la grosseur de la voiture, un 8 cylindres. Dans ça, ça accélérait, comme on dit. Ici, on a une Dodge Polara 64 version Station Wagon, qui était très populaire à l'époque, les Station Wagon pour les grosses familles. C'est un moteur 8 cylindres, très probablement un 318 qui fut très populaire là, dans les véhicules de base chez Chrysler. Plus en face de nous, ici, on a une PCDL, toujours d'American Motors. Ça aussi, cette voiture-là, quand elle est arrivée sur le marché, elle a fait jaser par son look. Son look, certains l'appelaient l'aquarium parce que la vitre arrière n'était pas teintée d'origine. C'est aussi disponible avec des moteurs 6 ou 8 cylindres d'AMC. C'est une 1977. C'est particulier, quand même beaucoup d'espace. Ce que je me souviens par contre, c'était une voiture qui était très lourde, probablement due aussi à sa grande surface vitrée. Donc, ici, on a quand même une très très belle voiture, une Cobra Shelby. C'est une réplique, mais c'est une très belle réplique, très bien faite, parce qu'on sait que les Cobra Shelby sont extrêmement rares. Mais c'est une très, très, très belle voiture, bien... à l'époque, là, les Shelby Cobra, c'était quelque chose. On a ici une voiture un peu spéciale, un Plymouth Superbird 1970. Vous me dire qu'est-ce qu'elle a de spécial, à part d'être une Superbird avec un convertible. C'est ça. Étant convertible, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça a été fait à partir d'un Plymouth... Roadrunner 70, convertible. Convertible. Puis là, il a été transformé en Superbird. En Superbird. Le moteur qu'on a là-dedans, c'est un... 446 pack. 446 pack, quand même. Ouais. Oui. Ça marche au gaz? Ah ben oui, comme toutes les autres. Hein? Comme toutes les autres de l'époque. Parce qu'un 440 demain 6-pack, c'est pas pire qu'un 440 ordinaire. C'est moins pire. Parce que quand je m'envoie un normal, j'en ai que j'ai un carburateur 2 barils. OK. Quand je rouvre, ben là je rouvre toute la gang. Là. Oh. À part de ça, là, ça a de l'allure. A de l'allure. Ouais. Écoutez... voir le moteur. Oui, on peut voir ça, oui. Qu'elle est finie. C'est tout clean là-dedans, hein? Ouais, il faudrait le relaver un peu, là, mais on pogne des mouches là, quand on revient le soir, des fois. Ouais, ben c'est ça. Le plaisir de ces autos-là, c'est pas juste de les garder dans le garage. C'est de se promener. C'est de se promener avec, là. Ouais. Vous devez le faire regarder un peu. Ah ben oui. Parce que autant... Le monde nous parle, puis ils disent que c'est rare, puis c'est beau. Puis... Autant ceux qui ont connu ça comme moi que ceux qui n'ont jamais vu ça dans les plus jeunes, elle est spéciale. Elle est spéciale. Le nez pointu, ouais, l'aileron en arrière, là, écoutez. Ouais. Là, Ça, c'est des pièces d'origine que j'ai mis pareil. Oh oui. J'ai fait venir ça des États, puis... Oui, c'est ça, parce qu'avant ça, l'auto finissait ici. C'est ça, okay. C'est ça. Même le bumper venait ici, l'aile était plus courte. Ah ouais? Oui. OK. Oui, l'automobile change les ailes dessus. Ah, les ailes étaient plus longues. Les ailes sont plus longues, OK. Oui. Ouais. Parce que ça fait tout.
tous les radiateurs de tous des lots, là, lui, il est fini. Le bumper était égal, fait que l'aile est ratulée. OK. Très, très, très belle voiture. Félicitations, vous devez avoir des offres de temps en temps. Ah, ben il y a des offres, mais c'est pas... Il est pas... En tout cas, moi, je vous offre 10 000. T'en as fait une. Bonjour, monsieur. On a ici un autre Roadrunner, c'est ça? C'est Charger. C'est un Charger? Oui. OK. C'est quelle particularité? Elle est d'origine ou... Oui, elle est d'origine, elle. C'est une Charger de Toronto, une auto homologuée pour NASCAR. OK. C'est connu pour bien du monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu. Oui, un peu. Ouais, bon. C'est un peu ça. C'est une originale. C'est pas une repro comme on en voit souvent aujourd'hui. Quoi? Comme celle-là ici, là? Oui, c'est un Roadrunner. Ben, il voulait. Ouais, c'est ça. Il est parti de la technique. Il vous a conté l'histoire sûrement. Oui. Non, c'est original. Puis je l'ai eu en 1979. OK. Ça fait quand même un bon bout. Il était de cette couleur-là, une autre orange, peut-être pas la vraie couleur du code, mais orange. Et puis moi, je l'ai fait peinturer en 80, custom paint, là. OK. Et puis, c'est ça, il est resté même longtemps. Je l'ai roulé longtemps comme ça, puis là, je l'ai remis à sa restauration, couleur normale, là. Couleur normale. Le moteur que vous avez là-dedans? C'est un 440. 440, 6-pack aussi? Non, il n'y a pas de 6-pack dans un Daytona. Ah, OK. 69, Daytona, il n'y avait pas de 6-pack, il y en avait dans les Superbug, par contre. Ah, OK. Oui. J'espère que ça vous a plu. Hein? C'est quand même, il faisait une super journée. C'était super beau, la température à Richmond. On a eu quand même du plaisir à tourner ça. Donc, c'est pas mal, c'est ce qui fait le tour pour moi cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On revient aussi avec les mêmes chroniques à peu près, mais renouvelées. Et on aura des reportages sur un rassemblement de corvettes qu'on a eu ici dans la région de Valcourt. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents. À la semaine prochaine.